Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le bras de fer Orban-Zelensky. Les Ukrainiens bloquent le transit du pétrole russe à destination de la Hongrie et la Hongrie, elle, cesse de livrer du diesel à l'Ukraine. Israël dans la tourmente diplomatique. En dépit du soutien sans faille de Washington, l'État hébreu doit composer avec la condamnation de sa colonisation par 85 pays à l'ONU. Et enfin, nous reviendrons sur le meurtre de Quentin par l'extrême gauche antifasciste et mélenchoniste. Un système de complaisance de LFI se révèle tandis que le maire écologiste de Lyon s'oppose à l'hommage pour le jeune nationaliste tué. À moins de 2 mois des élections législatives hongroises, Volodymyr Zelensky tente de faire barrage à Viktor Orban en utilisant l'arme du chantage énergétique. La Hongrie riposte et la tension entre Budapest et Kiev n'a sans doute pas fini de monter. Nicolas de Lamberterie. Budapest et Bratislava lancent la riposte contre Zelensky. Alors que l'oléoduc Druzhba est coupé depuis le 27 janvier et que l'approvisionnement en pétrole brut russe de la Hongrie et de la Slovaquie via l'Ukraine n'a plus cours, Viktor Orban vient d'annoncer qu'en mesure de rétorsion, la Hongrie et la Slovaquie allaient cesser de livrer du diesel raffiné à l'Ukraine. Cette situation nous rappelle qu'au demeurant, pendant 4 ans, une situation assez ubuesque a existé dans le cadre de ces transactions énergétiques quadripartites Russie, Ukraine, Hongrie, Slovaquie. Alors, il faut peut-être commencer par rappeler la situation à laquelle cette nouveauté a, donc le 27 janvier, mis fin, situation dont vos téléspectateurs n'ont pas forcément tous conscience. Cette situation, c'est que depuis 4 ans, la Russie continuait à payer, comme ils disent, au régime de Kiev, des droits de transit pour acheminer son pétrole à travers le territoire ukrainien, donc d'un pays avec lequel elle est en guerre ou en opération militaire spéciale. L'Ukraine, qui assume complètement d'être en guerre avec la Fédération de Russie, a continué à assurer ce transit vers l'Europe centrale et à percevoir donc des entreprises russes concernées des droits de transit, et que la Hongrie a continué à raffiner donc ce pétrole brut russe et à en réexpédier une partie sous forme raffinée, sous forme de diesel, en Ukraine, où le dit diesel a notamment servi pendant plus de 4 ans à faire fonctionner les camions et les blindés de l'armée ukrainienne. Il est d'ailleurs à noter qu'une telle fermeté dans la rétorsion de Budapest et de Bratislava est tout à fait inédite, mais qu'elle intervient plus de 3 semaines après l'interruption de l'oléoduc. Ce délai relativement long pourrait s'expliquer par le fait que ce n'est pas la première fois que la livraison de pétrole via cet oléoduc est interrompue. Cela a eu lieu à plusieurs reprises durant les dernières années, mais jamais plus de quelques jours, en raison des bombardements russes ou ukrainiens à proximité de l'oléoduc. Mais Budapest et Bratislava ont sans doute pris le temps de discuter entre eux et de consulter et négocier avec Kiev avant de prendre ces mesures de rétorsion, même si l'impact de ces dernières ne devrait a priori pas être excessivement sévère dans l'immédiat. 3 semaines, c'est quand même long. Peut-être pas au regard des, je pense, au moins 90 jours que devraient tenir les réserves stratégiques hongroises. En tout cas, de toute évidence, les acteurs du drame se sont dans un premier temps laissé un peu de temps pour mener des négociations qui apparemment n'ont mené à rien, et donc au bout de 3 semaines, les Hongrois ont décidé de porter en quelque sorte l'affaire devant l'opinion publique en annonçant assez bruyamment des mesures de rétorsion. L'Ukraine reçoit effectivement une bonne partie de son approvisionnement énergétique occidental par ses frontières avec la Hongrie et la Slovaquie, mais elle a aussi une frontière avec la Pologne et puis évidemment avec la Roumanie. Donc pour les Hongrois et les Slovaques, il n'est probablement tout simplement pas possible de priver l'Ukraine d'énergie. Ils peuvent tout au plus compliquer un peu les approvisionnements. Donc ça m'étonnerait qu'on voit à court terme des conséquences par exemple sur le front. En revanche, les Hongrois, tout en laissant la porte ouverte à une reprise des livraisons de diesel si les Ukrainiens rouvrent l'oléoduc, ont également laissé entendre qu'ils pourraient suspendre d'autres livraisons à l'Ukraine, en particulier d'électricité. Or, à la différence du diesel, une cessation de la fourniture d'électricité à Kiev via la Hongrie pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur l'Ukraine,
qui se trouve d'ores et déjà dans une situation extrêmement difficile de ce point de vue, avec une économie de plus en plus défaillante et une population civile en grande souffrance du fait du manque d'électricité. Mais le bras de fer risque bien de se poursuivre, en raison notamment des enjeux pour Volodymyr Zelensky, qui tente de forcer la main à Viktor Orban, qui se montre très hostile à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne. D'une certaine manière, l'un et l'autre sont en campagne. Alors Orban de la manière la plus officielle qui soit, mais on pourrait tout aussi bien dire que Zelensky, à sa manière, est aussi en campagne, disons, la campagne pour sa sortie de scène, c'est-à-dire dans le cadre des négociations de paix et ou de cessez-le-feu en cours, essayer d'obtenir des victoires, notamment des victoires symboliques, ce sont les moins chères, suffisamment retentissantes pour lui permettre d'espérer une sortie de scène honorable et, disons, pas trop mouvementée à Kiev. De ce point de vue, je pense que la question de l'adhésion accélérée à l'Union européenne et pour Zelensky, cette satisfaction symbolique de l'adhésion accélérée à l'UE doit être un enjeu de premier plan. Or, le principal obstacle qu'il rencontre sur cette voie, c'est l'obstruction hongroise, dans une moindre mesure aussi slovaque et peut-être tchèque, mais avant tout l'obstruction hongroise. Et de ce point de vue-là, il y a donc effectivement un bras de fer. En attendant, les Hongrois s'efforcent d'obtenir des Croates la livraison de pétrole russe via la mer Adriatique. Pas certain toutefois que Zagreb jouera le jeu, la Hongrie et la Croatie étant en froid depuis 2010 sur fond de différends commerciaux et énergétiques. Mais maintenant que le géant énergétique hongrois MOL a racheté la raffinerie de Pančevo près de Belgrade, les Croates disposent de moins de marge de manœuvre pour faire chanter les Hongrois. Autre problématique, les raffineries que possède MOL en Hongrie, en Slovaquie et en Serbie sont toutes calibrées pour raffiner du pétrole russe. Raffiner d'autres types de pétrole supposerait un recalibrage potentiellement long et coûteux, même si les Hongrois y travaillent pour parer à toute éventualité. En tout état de cause, ce type de mesure contre Orban, dont la campagne électorale est scrutée de très près par ses adversaires ainsi que ses soutiens internationaux, n'est probablement pas de nature à aider l'opposition. En effet, grâce à une machine de communication fort bien rodée, Viktor Orban a toujours réussi depuis plus de 15 ans à mobiliser son électorat lorsqu'il faisait face à des difficultés sur la scène internationale, y compris alors qu'il pouvait parfois se trouver dans le creux de la vague en politique intérieure. En agissant de la sorte, Volodymyr Zelensky a peut-être donc marqué contre son camp. Réponse le 12 avril, jour des élections hongroises. 85 pays ont dénoncé à l'ONU la volonté d'Israël d'étendre les colonies en Cisjordanie. La déclaration votée le 17 février fustige l'annexion progressive du territoire palestinien. Édouard Chano. En apparence, Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont en désaccord sur l'annexion de la Cisjordanie. Rien n'a fuité à ce propos de leur dernière rencontre le 11 février dernier à la Maison-Blanche, la crise avec l'Iran ayant occupé le devant de la scène. Pour l'heure, Trump ne soutient pas une annexion de la Cisjordanie, avait indiqué la Maison-Blanche la veille. Selon l'administration Trump, une Cisjordanie stable garantirait la sécurité de l'État hébreu. Et le président américain lui-même a confié aux médias d'investigation Axios avoir suffisamment de sujets à traiter et ne pas avoir besoin de s'occuper de la Cisjordanie dans l'immédiat. Des commentaires qui intervenaient dans la foulée d'une nouvelle extension des opérations de colonisation israélienne dans les territoires censés être administrés par l'autorité palestinienne en vertu des accords d'Oslo. En effet, le 8 février dernier, le cabinet de sécurité israélien, sous l'impulsion des ministres extrémistes Bezalel Smotrich et Israël Katz, ont approuvé des mesures de facilitation de l'achat de terres par des juifs sur ce territoire, mais aussi étendu les pouvoirs israéliens en matière d'inspection et d'urbanisme. Une accélération que nous explique Fouad Rourielou, spécialiste du Proche-Orient. Pour lui, ces mesures iniques complètent l'action d'Israël à Gaza. Il semble qu'il y ait clairement une accélération de la part des Israéliens dans la lignée du 7 octobre. C'est-à-dire que concernant la Cisjordanie, il y a des décisions légales qui ont été prises. Une modification de la législation qui permet aujourd'hui aux colons israéliens d'acheter des terrains dans l'ensemble de la Cisjordanie, alors qu'avant ce n'était pas possible, sauf avec des autorisations spéciales. Donc aujourd'hui, les Israéliens vont pouvoir coloniser toute la Cisjordanie sans limitation. On peut ajouter à ça le fait que les colons israéliens peuvent aujourd'hui pratiquement aller détruire des habitations qui appartiennent à des Palestiniens sans même une décision de justice, tout en étant protégés par l'armée.
Et concernant la bande de Gaza, on relève que le gouvernement Netanyahou semble vouloir continuer ses opérations militaires, voire même procéder au désarmement du Hamas par la force, alors que la phase 2 du plan de paix Trump prévoyait un désarmement par la négociation. Donc les Israéliens ne se retirent pas et l'ensemble de cela semble indiquer qu'il y a de la part des Israéliens une volonté d'avancer le plus possible et de grignoter le plus possible le territoire palestinien, voire de rendre la situation pour la population palestinienne de plus en plus difficile à vivre. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Turquie, mais aussi la Chine et l'Union européenne ont condamné ces mesures visant la Cisjordanie. Ces décisions sont perçues comme une étape vers une annexion de facto, violant donc les accords existants. Des dizaines de maisons menacent d'être détruites à Naplouse ou encore à Jénine. Des routes seront construites sur des terres cultivables et des champs d'oliviers. Chassés de leurs terres, quotidiennement harcelés par les colons sous le regard bienveillant de Tsahal, qui mène aussi ses opérations dans la zone, les Palestiniens vivent dans la peur et l'insécurité, alors que le chômage atteint 80%. Et face à cela, les États-Unis, premiers alliés d'Israël, détournent en réalité le regard, laissant Netanyahou créer les conditions d'un départ des populations palestiniennes, en Cisjordanie comme à Gaza, comme l'explique Fouadou Rielou. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement américain aujourd'hui ne prend aucune mesure à l'encontre d'Israël ou pour stopper ses actions véritablement, ou pour sanctionner le gouvernement Netanyahou en aucune manière. Concrètement, le résultat de cela, c'est qu'à Gaza, si on ne fait rien, comme la plupart de la bande de Gaza est détruite, on crée matériellement les conditions pour rendre la vie invivable aux Palestiniens et donc ils demanderont à partir. Et de même en Cisjordanie, si le gouvernement américain ne fait rien pour stopper effectivement ce que les Israéliens sont en train de faire, eh bien, il aura beau faire des déclarations, mais les Israéliens vont créer sur le terrain petit à petit une réalité qui deviendra incontournable comme à Gaza. Craignant le soutien grandissant à l'essor d'un État palestinien après les reconnaissances par la France et d'autres pays en 2025, les extrémistes israéliens mènent une course contre la montre et veulent enterrer définitivement cette idée en rendant impossible sa viabilité territoriale. Un crime d'une nature très politique. À mesure que l'enquête avance, l'ombre de LFI plane de plus en plus sur le meurtre de Quentin à Lyon, ainsi que d'une complaisance du pouvoir centriste. L'enquête se poursuit et LFI s'inquiète. Une semaine après le meurtre de Quentin Derenque, jeune militant nationaliste âgé de 23 ans, lynché à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI, Rima Hassan, des ramifications politiques se révèlent sous nos yeux. L'enquête pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs a conduit à l'interpellation de 11 personnes, dont 8 hommes et 3 femmes, placées en garde à vue prolongée. Parmi elles, Jacques-Élie Favreau, alias Jeff, ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud, fraîchement débarqué par ce dernier pour se couvrir. Mais aussi Robin C., autre collaborateur connu sous un pseudonyme au Palais Bourbon. Ces suspects, identifiés comme membres de la jeune garde antifasciste dissoute en juin 2025, mais avant cela partenaires de la France Insoumise, mais aussi de l'ensemble du nouveau Front Populaire, sont soupçonnés d'avoir participé au guet-apens mortel. À l'Assemblée nationale, ils côtoyaient, pour ceux qui venaient sur place, quotidiennement des membres de la France Insoumise ainsi que leurs alliés de gauche. Un témoignage publié par Le Parisien éclaire le fonctionnement interne de ce groupe. Léo, un membre expérimenté sous pseudonyme, décrit Jacques-Élie Favreau comme un cadre loyal d'Arnaud, formé à la violence de rue et chargé de frapper lors de confrontations avec les nationalistes ou les cibles du groupuscule. Le témoin révèle aussi les liens étroits avec LFI. La jeune garde assurait ainsi souvent le service d'ordre des Insoumis, coordonné par Favreau, et ses membres étaient récompensés par des postes parlementaires. Le témoin affirme, je cite, « On fait le sale boulot et on est remercié avec des postes ». Ce scandale met en lumière un système de complaisance au sein de LFI, mais aussi de la part de l'Assemblée nationale. Ainsi, Raphaël Arnaud a obtenu de manière inédite que son collaborateur, Robin Chalandard, apparaisse sous son pseudonyme sur le site de l'Assemblée, Robin Michel, via une démarche à la division de la gestion financière. Ce traitement de faveur, absent pour d'autres députés, soulève des questions sur le droit à l'oubli réservé à l'extrême gauche. De plus, ce collaborateur n'a pas été déclaré sur la fiche HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, une irrégularité flagrante. Si le pseudonyme avait été utilisé pour la HATVP, cela impliquerait une transparence à deux vitesses, favorisant l'extrême gauche au détriment de la droite et mettant en cause la gestion de l'Assemblée nationale présidée
par Yael Braun-Pivet. Par ailleurs, l'affaire interroge de plus en plus sur l'utilisation des moyens parlementaires pour les activités de la jeune garde. Les postes d'assistants pourraient ainsi servir à coordonner des actions criminelles et de services d'ordre, brouillant les lignes entre mandat public et militantisme violent. Dans un tel contexte, la question des emplois fictifs doit se poser. Dans ce climat tendu, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, allié de LFI pour son élection en 2022, s'oppose fermement à une marche d'hommage aux militants assassinés prévue samedi. Il a demandé son interdiction à la préfecture, arguant que seul un cadre serein peut prévenir de nouvelles violences. Grégory Doucet devrait pourtant se montrer discret, car lui-même a collaboré avec les assassins de Quentin, puisqu'il a affirmé avoir travaillé de concert avec la Jeune Garde et d'autres organisations d'extrême gauche, camarades de combat des antifascistes, parmi lesquels le planning familial. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. Alimentation, économie et un peu immigration aussi. La consommation de volaille en France ne cesse d'augmenter avec une hausse de 3,3% en 2025 par rapport à 2024, selon l'interprofession Envol. Cette progression serait principalement due à la restauration collective et aux produits transformés comme les nuggets, portant la consommation moyenne à 31,7 kg par habitant, dont 25,6 kg de poulet. Cependant, la production nationale n'a cru que de 1,7%, limitée par l'influenza aviaire et qui a touché une centaine de foyers entre août et décembre 2025. Résultat, les importations de poulet ont bondi de 9,5%, représentant désormais 52,4% du marché contre 50,4% en 2024 et seulement 25% en 2000. La filière affiche un déficit commercial de 1,72 milliard d'euros. Pour atteindre l'autosuffisance d'ici 2035, il faudrait construire 220 poulaillers par an pour un investissement de 3 milliards d'euros. Mais les projets sont freinés par des blocages juridiques et des oppositions d'associations, malgré la loi du plomb qui a relevé les seuils d'enquête publique. L'Envol estime les pertes dues à l'influenza à 60 millions d'euros pour 2025-2026, bien moindre que les centaines de millions des années 2020. Une grave faille de sécurité. Le ministère de l'économie a révélé mercredi qu'un acteur malveillant avait consulté illégitimement les données de 1,2 million de comptes bancaires via le fichier national FICOBA. L'intrusion, détectée fin janvier, repose sur l'usurpation des identifiants d'un fonctionnaire autorisé aux échanges interministériels. Les informations compromises incluent les RIB et IBAN, l'identité des titulaires, leur adresse et parfois leur identifiant fiscal. Bercy précise que ces données ne permettent ni virement ni paiement par carte, limitant ainsi le risque immédiat d'opérations frauduleuses. Dès la découverte de l'attaque, des restrictions d'accès ont été imposées pour stopper les consultations et limiter les dégâts. Une plainte a été déposée, les 1,2 million de personnes concernées recevront prochainement une notification individuelle les alertant du risque. La Fédération bancaire française appelle à la vigilance accrue face à d'éventuelles tentatives d'escroquerie exploitant ces informations. La pire journée de la semaine. Ce jeudi, la tempête Pedro a continué ses perturbations sur l'ouest de la France. 4 départements étaient classés en vigilance rouge crue. La Gironde, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Les inondations touchent de nombreuses communes rurales, mais aussi des villes. Ainsi, en Gironde, les communes de Bordeaux et de Libourne ont activé le plan communal de sauvegarde qui induit la fermeture de nombreux commerces et services à proximité des quais. Une première depuis 1999. L'actualité internationale en bref. Cette fois-ci, ce n'est pas un coup des paquis. La police britannique a lancé un appel à témoins concernant des accusations de trafic d'êtres humains et d'agression sexuelle sur mineurs datant des années 90, liées à l'affaire Jeffrey Epstein. La police de Surrey a pris connaissance d'un rapport expurgé du FBI mentionnant des faits survenus entre 1994 et 1996 à Virginia Water, sans trace dans ses archives. Bien qu'aucun nom ne soit cité officiellement, les médias évoquent l'ex-prince Andrew et Ghislaine Maxwell comme complices d'Epstein. Le frère de Charles III a d'ailleurs été arrêté suite à des allégations de faute dans l'exercice de fonctions officielles ce jeudi, selon la police de Windsor. Un témoin anonyme décrit une femme attachée torturée avec des chocs électriques sous les yeux d'Andrew et d'autres. Ces allégations font partie des documents publiés en décembre par la justice américaine. Andrew, déchu de ses titres en octobre pour ses liens avec Epstein, nie toute implication. Il est aussi accusé par Virginia Giuffre, décédée en avril 2025, d'agression à 17 ans. D'autres polices, comme celle de
Thames Valley enquête sur des relations sexuelles en 2010 avec une autre femme envoyée par Epstein ou sur des vols transportant des victimes. Des soupçons portent sur la transmission d'informations confidentielles par Andrew lors de ses missions commerciales. Débarquement, mais pas franchement allié. Environ 3000 soldats de l'OTAN ont participé à un vaste exercice de débarquement sur la plage de Putlos en Allemagne du Nord le 18 février. Des plongeurs de combat espagnols, des chars amphibies turcs et des hélicoptères ont simulé la prise de contrôle de la côte baltique sous les yeux du ministre de la Défense allemand Boris Pistorius. Cet entraînement s'inscrit dans une manœuvre plus large de janvier à mars, impliquant 10 000 soldats de 11 pays visant à déployer rapidement 40 000 troupes en cas d'urgence. Pistorius a souligné l'unité et la dissuasion de l'OTAN face aux menaces hybrides dans un contexte de guerre en Ukraine. Le très alarmiste inspecteur général allemand Carsten Brauer estime ainsi que la Russie oriente ses forces vers l'ouest. 15 navires, 2 Eurofighters et 8 chars amphibiés ont été mobilisés. Aucun Américain n'a participé dû à une rotation habituelle, sans lien avec les tensions transatlantiques actuelles sur le Groenland. Nouvelle investiture au Japon pour le Premier ministre. Mercredi, Sanae Takaichi a été officiellement reconduite à la tête du gouvernement. Rappelons que, devenu Premier ministre en octobre dernier, un de ses premiers gestes a été de convoquer des élections législatives anticipées. Sa formation politique, le Parti libéral-démocrate, a ainsi remporté une large victoire le 8 février. Sanae Takaichi peut ainsi appliquer son programme, contrôler l'immigration, relancer la croissance, lutter contre l'inflation en évitant les hausses d'impôts. Elle prononcera son discours de politique générale vendredi. Un chef d'État déchu en prison à vie. Jeudi à Séoul, l'ancien président de Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a été condamné à la prison à vie. En décembre 2024, il avait déclaré la loi martiale en invoquant la supposée menace de force hostile à l'État, une annonce qui avait largement surpris et provoqué sa destitution avant son procès. Le parquet avait requis la peine de mort. Les juges du tribunal central du district de Séoul auront choisi la prison à vie, qui est la seule alternative prévue par la loi pour punir le crime d'insurrection. Le ski alpinisme fait ses débuts au JO de Milan Cortina 2026 avec 3 épreuves. Sprint individuel hommes et femmes le 19 février et relais mixte le 21. Cette discipline allie montée épuisante à peau de phoque et descente très rapide, sans aide mécanique bien sûr. Le sprint ultra court, environ 4 minutes, enchaîne 3 ascensions de 60 mètres de dénivelé avec portage des skis avant une descente finale en duel direct. Le relais mixte oppose des binômes hommes-femmes sur un format d'environ 30 minutes avec multiples transitions. Très spectaculaire et télévisuel, le sport séduit par son intensité brute et ses changements de matériel visibles. Les Français Émilie Harrop, numéro 1 mondial, et Thibaut Anselmet partent favoris pour viser l'or. La compétition se déroule à Bormio, marquant l'entrée olympique d'une discipline historique en montagne. Ce soir, immédiat, merci de votre fidélité. À vendredi. Bonsoir.